Mon mot de minuit est un verbe, c'est le verbe voyager. Il est pour moi extrêmement contradictoire. Je déteste voyager. Euh, je fais partie de ceux qui pensent que ça ne sert à rien et surtout pas à découvrir des peuples, des civilisations. Ça, pour moi, c'est des balivernes. Et pour autant, je sens la nécessité de voyager intérieurement, c'est-à-dire de me décentrer, de sortir un peu de moi. Et ça passe aussi par le vrai voyage géographique, mais pour me retrouver à moi. Julien Gracq disait « On est con, mais pas au point de voyager pour son plaisir ». Mon mot de minuit, ce sera 2 mots, c'est le double maléfique. Celui donc qui a été utilisé par Mehdi Meklat pour expliquer son personnage sur les réseaux sociaux, et parce que j'ai l'impression que ça nous traverse tous. C'est aussi pour ça que je fais de la littérature noire, c'est parce qu'on a tous en nous un double maléfique. En psychanalyse, on pourrait appeler ça le ça, ou le ça et le surmoi. Et que moi j'écris pour ça, pour pouvoir ne pas tuer des gens et montrer, déposer mon double maléfique dans des livres. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Bonjour, pour commencer un conseil de lecture, les éditions Verdier ont 40 ans, comme une autre maison d'édition qu'on respecte beaucoup dans cette émission, les éditions Métellier, mais aujourd'hui on s'arrête sur Verdier, 40 ans d'édition, et pour finalement célébrer cet anniversaire, Pierre Michon, qui est l'un des auteurs publiés chez Verdier, le Roi du Bois, et je voulais, en hommage à cette maison d'édition, lire ceci. Il s'agit d'un jeune homme qui cherche à être peintre. Il ne réussira pas à être peintre. C'était il y a quelques siècles, hein. Et ce jeune homme se promène dans les bois et il écrit ceci. J'entendis venir de loin une voiture lourde, à petit train. Je me cachai et me tins coi. Le plein soleil frappait la route et j'étais là dans l'ombre à regarder cette route au soleil, pas plus haut que la terre, invisible. À 10 pas de moi et de mes pores, dans la lumière de l'été, un carrosse s'arrêta, peint, chiffré, avec des bandes d'azur. De cette caisse armoriée jaillit une fille très parée qui riait. Elle courut comme vers moi, elle m'offrit ses dents blanches, la fougue de ses yeux. Toujours riant, elle se suspendit à la limite de l'ombre, résolument me tourna le dos. Un interminable instant, elle se campa dans ce soleil marbré de feuilles où flambèrent ses cheveux, ses jupes d'azur énormes, le blanc de ses mains et l'or de ses poignets. Et quand, dans un rêve, ses mains se portèrent à ses jupes et les levèrent, les cuisses et les fesses prodigieuses me furent données, comme si c'était du jour, mais un jour plus épais. Brutalement, tout cela s'accroupit et pissa. Je tremblais. Le jet d'or au soleil, sombrement tombé, faisait un trou dans la mousse. La fille ne riait plus, tout occupée à serrer haut ses jupes et sentir d'elle s'évader cette lumière brusque. La tête un peu penchée, inerte, elle considérait le trou que cela fait dans l'herbe. La défroque d'azur lui bouffait à la nuque, craquante, gonflée, avec extravagance, offrait les reins. Dans le carrosse, dont la porte peinte battait encore un peu tant la pisseuse l'avait allègrement poussée, il y avait un homme accoudé en pourpoint de soie défait qui la regardait. Il avait autant de dentelle à son col qu'elle en avait aux fesses. Il souriait comme on le fait quand nul ne vous voit sourire, avec du dédain et un plaisir mélangés, à la fois modeste et fat, avec une tendresse féroce. Le cocher regardait ailleurs, polissé et bestial. Le jet dru de la belle s'épuisait. Le prince lui dit une gentillesse assortie d'un mot abject qu'on réserve aux plus basses catins. Il souriait plus franchement, plus tendrement. Le Roi du Bois, Pierre Michon, l'un des grands auteurs français qu'on a reçu plusieurs fois dans cette émission. Et je tenais à saluer par cette lecture les 40 ans de la maison d'édition Verdier, dont nous allons recevoir d'ailleurs dans un instant un éditeur. C'est Des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Nantes, Singapour, Paris, voilà 3 repères géographiques d'Elsa Marpeau.
écrit sur ses 4e de couve depuis Les yeux des morts en 2011. Un mystère comme un autre. Cela dit, le noir lui sied depuis pas mal de temps, avec cette thèse sur une façon de dire, de suggérer les morts, les tueries au théâtre. Elle fut prof et le féminisme et le karaté sont 2 de ses signes particuliers. Elle a créé chez France Télé Capitaine Marlowe. Aujourd'hui, ses héroïnes, notez le féminin, s'appellent Svan chez les Black Blocs, Sarah quand les corps sont brisés, Marianne quand la guerre finissait et tondait les femmes, Alex quand les bourreaux sexuels sont de sortie. Ces exergues convoquent Hemingway, Brassens, Gérard de Nerval ou l'Évangile selon Jean, à peine quelques indices. On lui doit Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, émission littéraire emblématique du service public et à ce titre balayé un peu rapidement des programmes du dit service. Jean-Michel Mariou est un homme du Sud. Tournez à gauche et vous trouvez La Grasse, village de l'Aude, où a lieu tous les ans un fameux banquet du livre. Il l'a créé avec les éditions Verdier, 40 ans cette année. Ça tombe bien, cet Occitan y dirige la collection Faenas, consacrée au monde déroutant de conditions humaines de la tauromachie. D'où ce besoin d'Espagne, déjà raconté, qui l'emmène aujourd'hui à faire du coca un talisman et à conduire une camionnette. Mariou a été le chauffeur de la quadrilla du torero Léal pendant 3 ans. Et le chauffeur de Juan, qui aime se voyager, redonne aujourd'hui un monde singulier, âpre, violent, rattrapé par le marché, reste 2 qualificatifs, sublimant et fraternel. Musique également dans cette émission avec Yaron Herman, le pianiste israélien revient au trio dans un 12e album, Songs of the Degrees. C'est Des mots de minuit, entrez, vous êtes chez vous. Elsa Marpeau, Jean-Michel Mariou, merci. Je vous ai présenté tous les 2 il y a une seconde et je lisais Pierre Michon en introduisant cette émission. Jean-Michel Mariou, vous êtes chez Verdier, vous êtes éditeur puisque vous dirigez la collection Faenas qui est consacrée à la corrida. Vous êtes auteur aussi avec Le chauffeur de Juan et Ce besoin d'Espagne. Pierre Michon, c'est un monument. Mais c'est tout le monde, enfin les auteurs de cette génération disent c'est le patron, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un. C'est une chance d'avoir croisé un écrivain comme ça. C'est une chance pour tout le monde qu'il existe. Et c'est, comme vous le disiez, c'est un auteur très important. Et je m'arrête sur Michon, je m'arrête sur les 40 ans de Verdier, et je pense à Bobillet, qui a été l'un de son fondateur. Et je pense au banquet de la Grâce, parce que vous êtes vous aussi une des chevilles ouvrières de la Grâce. Qu'est-ce que c'est que ce lieu où on encense la littérature ? Alors c'est un petit village des Corbières dans lequel est né, où je vis moi, dans lequel sont nées les éditions Verdier. C'est là où il s'est passé des tas de choses à la Grâce et à Verdier en particulier, puisque Verdier c'est le nom d'une maison. Il s'y est pensé la dissolution de la gauche prolétarienne, c'est pas rien. La création des éditions Verdier et la création du banquet du livre. Et c'est un village qui a la grâce d'avoir su nous retenir, quoi, toutes ces années. Et où Pierre Michon ou Jean Echenoz notamment sont ceux qui y vont régulièrement à l'occasion du banquet qui a lieu au mois d'août. Elsa Marpeau, une question. Vous êtes aujourd'hui auteur de romans policiers, La série noire, c'est l'éditeur de référence, c'est Gallimard donc. Mais vous avez enseigné également et vous avez fait une thèse sur la littérature au XVIIe siècle, sur les mondes imaginaires. C'est ça. C'était plus précis que ça. Mais... des mondes imaginaires et la littérature au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui fait passer de la littérature du XVIIe au roman policier dans toute sa crudité et sa violence? Alors, c'était exactement ça. Les mondes imaginaires, c'est au XVIIe siècle, au moment des 3 unités. Comment en fait les auteurs commencent à donner et imaginer ce qu'ils ne peuvent plus montrer, parce que le théâtre au début du XVIIe siècle était ultra violent, donc on y montrait beaucoup de sang, de la sexualité, des viols, etc. Et puis à un moment on dit non, ça on va arrêter de le montrer parce que le public ne saurait plus le voir, mais on continue à le donner et imaginer. Ce qui est complètement, dans le théâtre, c'est ridicule, évidemment, ils font des très très grands récits et c'est totalement anti-théâtral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut quand même donner et imaginer toutes ces morts, toutes ces tueries. Donc je suis
j'ai commencé par la petite porte, on va dire, hein, par ces récits de meurtre, à écrire des récits de meurtre frontalement. Mhm. Vous auriez pu être auteur de théâtre, vous avez choisi de repartir sur la violence. Quelles sont les sources d'inspiration? Alors on va voir que vous êtes très dans l'actualité et dans le fait divers. Comment est-ce que vous avez commencé à travailler sur... Vous avez commencé avec la morgue, hein J'ai commencé avec les urgences. Les yeux des morts. Oui, c'est ça. Et donc, c'était Lariboisière. J'ai commencé par hasard en rencontrant quelqu'un. Donc, c'était pas du tout un fait divers. C'était une jeune fille blonde, toute mignonne, charmante, à un mariage, et qui a commencé à me raconter son métier. Et son métier, c'était d'être urgentiste dans le camion. Donc, ce qu'ils appellent le camion, qu'est le SAMU, et donc de ramasser des cadavres par terre ou des gens mourants. Et en fait, le contraste entre cette petite jeune fille charmante et puis la crudité de son métier m'a inspiré ce premier livre. Et elle m'a permis de la suivre aux urgences, et notamment aux urgences des urgences, pardon, qui s'appelle le déchocage. Donc là, c'est vraiment les gens dans une situation, on va dire, de mort imminente. Donc je l'ai suivie plusieurs nuits, plusieurs jours, beaucoup de nuits surtout, dans ce lieu. Donc c'est ce lieu qui m'a marqué. Comment est-ce que vous écrivez? Vous observez d'abord, vous allez chercher dans les journaux, notamment les journaux régionaux, le fait divers en question, et après vous avez votre histoire ou... Non, c'est toujours différent. Là, c'était la rencontre de cette fille, donc voilà, j'ai passé des heures aux urgences. Après, oui, ça peut être un fait divers. Mon premier livre avant cela, c'était un livre sur la chasse. C'était un fait divers des chasseurs qui avaient décidé de décimer des espèces protégées. Et en fait, mon père m'a fait une blague, en me disant qu'on ne connaît pas très bien la chasse dans ma famille. Il m'a dit, tiens, tu devrais faire ton premier livre sur la chasse. Je dis, ouais, ok. Donc après, je suis allée voir des chasseurs. Je suis restée avec des chasseurs, des armuriers. Je m'arrête sur un de vos livres, ça s'appelle Les corps brisés. Et pour montrer ce que vous écrivez et où vous situez aussi votre littérature policière. On parle ici de Les corps brisés, donc, et c'est Sarah, qui est cette jeune femme qui a été conductrice automobile, qui est tétraplégique parce qu'elle a eu un grave accident et qui va subir un viol, des tortures, etc. Et je vous lis. Donc Sarah a visité avec son frère Nathan l'Indonésie et il passe par le Cambodge. Et au début, ils avaient perçu quelque chose d'étrange, mais sans réussir à mettre un nom sur leur ressenti. Les enfants nus, jouant dans la poussière, leurs parents. Puis ils avaient compris, il manquait une génération. Tous les vieillards avaient disparu. Évidemment, ils avaient entendu parler des Khmers, un nom sans substance, une connaissance lointaine et vague. Alors ils s'étaient renseignés et ils avaient découvert, eux qui savaient si peu de choses sur le monde, les tortures infligées aux prisonniers de guerre au Cambodge, le camp S21, ironiquement nommé bureau de sécurité. Dans cet ancien lycée de Phnom Penh, des prisonniers étaient torturés et exécutés, plus de 17 000 personnes assassinées, sans doute des milliers de plus, 7 survivants. Liste des tortures appliquées à S21, injures, coups, coups de fouet, coups de bâton, lacération, extraction des ongles ou intromission d'aiguilles, décharges électriques, sacs en plastique sur la tête, etc. Mais ce qui, plus que tout, avait frappé Sarah, c'était ce détail que les détenus, après avoir été torturés, étaient soignés afin d'être torturés à nouveau. Donc, quels que soient vos livres, il y en a 6, hein, il y a une dimension, j'allais dire politique, en tout cas une dimension sociologique, anthropologique, évidente. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? Est-ce que c'est parce que vous êtes universitaire aussi? Non, mais c'est l'essence vraiment du roman noir, en fait. Le roman noir, justement, ça ne s'arrête pas au fait divers, parce que le fait divers en soi n'a aucun intérêt. Donc là, ce fait divers-là, il m'a beaucoup marqué. Alors, je parle de celui du roman, pas de celui que vous venez de lire. Et voilà, en soi, ça reste un fait divers totalement isolé. Là, mon but, c'est juste de savoir comment on fait ça et comment ça peut devenir
Alors j'ai envie de dire pour les Khmers, vraiment une machinerie qui se met en place pour détruire une population. Et ce que je trouve alors encore plus extraordinaire chez les Khmers, c'est vraiment, alors extraordinaire évidemment, au sens propre, c'est comment on tue sa propre population. Donc c'est vraiment une sorte de suicide d'une nation. C'est très frappant, je trouve. Je voudrais vous faire écouter un sujet d'envoyé spécial qui date de 2001. C'est le témoignage à visage couvert d'une des 2 jeunes femmes séquestrées par le couple Dunant dans la banlieue d'Auxerre, dans l'Yonne, qui est ce fait divers, qui a inspiré ce livre. Alors la même chose, on s'aperçoit que alors des notables payés s'était affiché sur la porte à l'entrée de la salle de torture pour venir torturer des jeunes femmes. Et regardez ce sujet qui date du 22 février 2001, les séquestrés d'Apoigny. Dans cette petite ville à 5 km d'Auxerre, on découvre avec stupeur que 2 jeunes femmes ont été torturées par des barbares. C'est la première fois que Françoise ose parler à un journaliste. Ici, en poussant la porte du pavillon des Dunant, elle est arrivée en enfer. Ils ont commencé par quoi? À me planter des aiguilles sur tout le corps. T'étais toujours attachée? Ouais. J'étais attachée sur une croix, donc toujours debout. Les bras et les pieds. J'avais juste un seau entre les cuisses pour pouvoir faire mes besoins, puis c'est tout. On m'avait mis des pinces sur les poitrines. On m'avait fait porter des espèces de vêtements complètement débiles. C'était quoi? Style de gaine en cuir. Et qui va serrer la peau. 3 mois de calvaire en sous-sol sans que personne ne s'en rende compte. Ni les voisins, ni les collègues de Claude Dunant, chauffeur de car le jour, tortionnaire la nuit. Monique Dunant, son épouse, est complice. Lui sera condamné à la perpétuité, elle, à 3 ans de prison. Mais leurs clients qui choisissaient les tortures à la carte ne seront pas inquiétés. Comment est-ce qu'on remet de la littérature à partir du moment où le matériau brut est celui-là? Alors déjà, dans un sens, j'ai envie de dire, le matériau brut, c'est de la littérature, parce que, alors vraiment, le départ de la raison pour laquelle c'est ce fait divers-là que j'ai choisi, c'est à cause de ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cet écrit au début sur la porte, c'est-à-dire combien ça coûtait. Brûlure de cigarettes, 30 20 francs. Voilà, 20 francs, éviscération, 200 francs. Et donc c'est vraiment ce menu, en fait, parce qu'on peut appeler ça comme ça, qui m'a vraiment marqué beaucoup. Et aussi autre chose qui est d'une dimension très littéraire, c'est qu'est-ce qui fait un mythe? Cette histoire, elle est arrivée en même temps que celle d'Émile Louis. Elle est très exactement au même moment. Et au même endroit. On est dans la même région et ces jeunes femmes qui ont été torturées sont les mêmes. Et Donc. on est dans la même région, c'est-à-dire qu'on est à 3 km à peu près. Enfin, c'est vraiment, et les deux, donc on vient de dire que Dunant était conducteur de car, comme Émile Louis, ils se connaissaient et ils s'occupaient des mêmes filles. Donc ces affaires sont liées, même si il y a des témoins qui sont morts pour avoir essayé de le dire. Elles sont liées, sauf qu'on se souvient aujourd'hui uniquement d'Émile Louis. Et cette affaire des Dunant, elle est passée totalement inaperçue. Et donc moi, c'est ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est de dire pourquoi tout à coup il y en a une qui passe à la postérité. Pourquoi? Parce que Émile Louis, c'est la figure du monstre. Donc là, on peut le mettre à distance et se dire, ok, c'est lui, c'est pas moi. Alors que les Dunant, c'est un système, c'est comme on parlait d'S21, c'est un système et c'est un système capitaliste qui se met en place avec des clients, etc. Et ça, on n'a pas envie d'en parler parce que ce système capitaliste, on pourrait en être le client ou alors ça pourrait être notre voisin qui en est le client. C'est ce qui s'est passé vraiment à Apoigny où des gens venaient de Paris, des gens venaient de Berlin pour mettre des aiguilles dans des filles inconnues qui par ailleurs étaient sans parents et légèrement déficientes mentales. Son autre mort, ça c'est votre actualité. Est-ce qu'il y a le même terreau fait divers par rapport? Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Non. Donc là on est dans la fiction pure. On est léger.
On est dans le meurtre quand même, et dans le, dans le cadavre enfoui sous le tas de fumier. Hein, ou un peu, bon. Son autre mort, toujours série noire Gallimard, avec cette fois une narratrice qui s'appelle Alex, et qui va s'inventer des vies, Alex étant d'une timidité maladive, et qui va, parce qu'elle tue un homme qui essaye de la violer, va essayer de lui réinventer une vie, et en même temps de retrouver son identité. C'est ça. De retrouver quoi? Alors, alors d'inventer à cet homme une vie et une autre mort, elle fait une enquête à rebours, hein, puisque évidemment, pour savoir qui d'autre aurait pu tuer cet homme à part elle, puisqu'elle voudrait évidemment s'en sortir. Et on pourrait dire que c'est une forme de crise de la quarantaine vraiment très très forte, puisqu'elle a 40 ans le jour où ça lui arrive, et qu'en fait elle va vivre une sorte de petite odyssée, quitter sa famille, sa petite vie très tranquille, et elle-même se transformer pour entrer dans l'intimité de cet homme, le découvrir post-mortem, apprendre dans un sens à lui pardonner, peut-être à l'aimer aussi, avant de rentrer dans sa famille. Donc c'est vraiment un voyage grâce à ce meurtre, en fait, où elle se transforme, elle apprend, elle voyage. Et elle fait forcément à la place de Charles Berrier, qui est celui qui est mort, mais auquel elle réinvente une vie. Et là, je vous lis, puisqu'elle écrit à la place de Berrier, elle transforme littéralement son personnage. Elle en fait un auteur de fake news. Hein. Quelques associations commencèrent à parler des tweets sexistes de Charles Berrier, quand enfin la journaliste féministe Mona Chollet, qu'on a reçue sur ce plateau, évoqua l'affaire sur Facebook. Elle fut relayée par de nombreux anonymes, surtout des femmes, jusqu'à ce qu'une journaliste de France Télévisions, tiens, ça tombe bien, on y est, s'insurgea dans une émission matinale contre ce qui finissait par ressembler de moins en moins à de l'humour et de plus en plus à des appels au meurtre. Le double maléfique répondit en suggérant à la journaliste d'aller faire un tour en Arabie Saoudite pour tâter de la pierre. L'allusion à la charia a eu un impact bien plus efficace que les attaques contre les femmes. Tout le monde s'en mêla. On le traita d'islamophobe, de raciste, de misogyne. Charles Berrier sacra Xavier Dupont de Ligonnès du titre d'homme le plus utile du millénaire. Il le présenta comme l'homme idéal, celui qui rompt les amarres et se débarrasse de tout lien familial, etc., etc. Et là, je me dis à nouveau, mais toujours l'actualité qui ressurgit derrière, avec toujours une dimension politique, et on continuera avec Black Blocs derrière, toujours une dimension politique dans votre écriture. Est-ce que c'est délibéré, est-ce que c'est voulu, ou est-ce que c'est le hasard de l'année de publication? Alors, sur MeToo, c'est le hasard de l'année vraiment, là, complètement. Non, c'est vrai, ça part de l'affaire de Mehdi Meklat, par contre, qu'elle est un petit jeune du Bondi Blog, dont tout Paris s'était un petit peu entiché à l'époque, dont on s'est rendu compte que sous le nom de Marcelin Deschamps, il tweetait, ses tweets, ils étaient racistes, homophobes, hyper violents, appelant au viol des femmes, etc. Et quand il a été enfin arrêté, alors là, ce que je raconte, c'est exactement la vérité. C'est-à-dire qu'il a tweeté des choses absolument abominables. Il n'y a eu aucun problème dans l'indifférence générale, jusqu'à ce que Johann Sfar finisse par s'en offusquer. Et là, tout à coup, c'est devenu un problème. Et il a eu cette excuse que je trouve sublime pour la littérature. Il a dit que ce n'était pas lui qui écrivait, mais son double maléfique. Bon, alors là, j'ai vraiment écrit pour ça. Le livre, il est là-dessus. Et comme lui, j'ai l'impression, c'est vraiment pour louer la littérature. Je trouvais ça très beau comme excuse. Terriblement hypocrite et très beau. Alors vous notez, Charles Berrier enfonça le clou, enterré sous une chape de ciment, saucissonné dans des bâches et saupoudré de chaux vives, l'affaire du pont de Ligonnès. Hein. Mais pourquoi tuer aussi ces deux chiens, point d'interrogation, #cruauté animale. Voilà, ça c'est votre manière à vous de revisiter l'actualité. Pourquoi toutes vos héroïnes sont-elles des héroïnes? À une exception près, me semble-t-il. Voilà. Le premier, exactement. Hein, le premier livre. Pour ça, il faudrait parler du genre. C'est-à-dire que pour moi, ça a très très peu d'intérêt, le genre. C'est quelque chose, une sorte de trousse à outils. J'ai l'impression, alors moi, à titre personnel, qu'on m'a imposé. Et j'ai l'impression d'avoir autant de caractéristiques masculines que féminines. Et je revendique le droit d'en jouer quand j'ai envie.
Et je laisse aux hommes aussi la liberté d'en jouer quand ils ont envie. Et mon héros, le premier héros, c'était sans doute le personnage le plus féminin, entre guillemets, que j'ai pu faire. C'est un personnage très christique, un personnage de la compassion. Alors que le personnage d'Alex, a à la fois un côté très féminin aussi, selon l'acception. Mais j'ai même du mal à employer ce terme, parce que pour moi, il est un petit peu vide de sens. Et donc, il y a des croisements comme ça dans tous mes livres. Il n'y a pas de... le genre, c'est pas figé, quoi. C'est fluide. Très bien. Rimbaud, Éluard, Gérard de Nerval. Ne m'attends pas ce soir-là. La nuit sera noire et blanche, par exemple. Toujours des références extrêmement littéraires dans vos exergues. Là aussi, vous ne lisez pas que des polars. Ah non, j'étais... non, j'étais une sorte comme ça d'intérêt spécifique pour la littérature noire de la fin du 19e siècle, tout le courant du 19e siècle, de Aloysius Bertrand à Gérard de Nerval. Et je vénère particulièrement cette phrase qu'il a écrite avant de se tuer. « Ne m'attends pas ce soir, la nuit sera noire et blanche », parce que je la trouve... absolument sublime. C'est vrai qu'elle arrête. Oui, c'est ça. À tous les sens du terme. Mais bon. On s'arrête en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, noir et blanc? Où est la mort là-dedans? Qu'est-ce que ça signifie? Je vous fais écouter quelque chose et après on en parle. Regardez, c'est une surprise. Des crochets en fer déposés sur des caténaires de la SNCF. Un sabotage organisé de nuit en novembre 2008 en 5 lieux différents de région parisienne. 3 jours plus tard, plusieurs interpellations très médiatisées ont lieu à Paris et à Tarnac, dans ce petit village de Corrèze au sein d'une communauté libertaire. Les enquêteurs parlent d'une cellule invisible, un groupe terroriste d'ultra-gauche dont le leader, Julien Coupat, serait le cerveau. Ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. 9 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes, dont Hildune Lévy, la compagne de Julien Coupat. Mais très vite, l'instruction s'enlise. Le témoignage accablant de cet homme se révèle être une fausse déposition obtenue sous contrainte. Par ailleurs, aucun des agents engagés dans les filatures des suspects ne les a vus procéder au sabotage. Tous les mis en examen seront relâchés les uns après les autres. Le caractère terroriste des poursuites est abandonné définitivement. Ça vous fait penser à Black Bloc, non? Un peu. Elsa Marpeau, Folio policier. Avec cette simple remarque, moi aussi j'ai cru et puis j'ai fini par comprendre. Ils se servent juste des totos comme d'un épouvantail. Ils racontent des histoires à la télé pour détourner les gens du chômage, des retraites et de la corruption. Mais en vérité, ils les croient inoffensifs. Ils nous utilisent pour servir leur soupe. C'est ce que dit un policier à Swann. Non, c'est pas Swann. Si, c'est Swann, voilà. Donc là aussi, vous êtes inspiré de cette affaire du Tarnac, avec un ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, qui dit « Oh, l'ultra-gauche », etc. Alors que c'est des... Enfin, c'était pas forcément des rigolos, mais... Et vous mettez aussi en scène l'éditeur qui a publié, comment s'appelle Bien sûr, L'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. Oui, voilà. C'est vraiment pareil, l'inspiration, c'était ça, c'est toujours sur la littérature en fait. Donc juste petit rappel, il y a ce texte, L'insurrection qui vient, qui est un texte anonyme et qui appelle à une insurrection qui est très littéraire. Et la DGSI, donc ça fait s'appeler DCRI à l'époque, convoque l'éditeur pour le faire parler, pour lui faire dire qui a écrit ce livre. Alors, alors comment mieux louer la littérature que de faire venir quelqu'un pour savoir qui est l'auteur d'un livre en fait, alors que qu'importe. Allez, je vous lis encore pas pour le plaisir pour le coup, mais je vous lis encore. Dans Lyon, les chambres civiques ont pris les relais des cortèges populaires. Elles ont prononcé 381 dégradations civiques. 47% des personnes sanctionnées sont des femmes. Parmi les internés, on compte 60% de tontes dues à des relations avec les Allemands, 20% à une collaboration économique, 16 à des dénonciations et 4 à une collaboration politique. Collaboration politique, économique ou sexuelle, toujours mêlée dans la même remorque de la honte. Ceci et ils oublient la colère, et là, la même chose, c'est-à-dire que le roman policier sert à re-questionner un moment de notre histoire qui est cette période de l'épuration. Oui, vous voyez, avec le corps des femmes, tous, je pense qu'on peut dire que ça parle du corps des femmes. Et là, ça part d'une image vidéo qu'on a retrouvée, qui a certainement été prise par un Allemand, qui est un type dans un char avec
2 femmes à ses côtés qui vient de tondre. Et en fait, il aperçoit la caméra dans le public. Donc là, son visage s'illumine de joie. Et il commence à caresser le crâne nu de ces femmes. Et les 2 femmes baissent la tête. Et lui, il sourit à la caméra. Alors là, c'est une image extrêmement frappante de comment c'est toujours le corps des femmes, pas leur intellect, qui est puni. Donc, d'une part, 60%, c'est la collaboration horizontale, hein, donc le fait d'avoir couché avec des Allemands, comme si voilà, le corps des femmes était une possession française. Et la punition est à l'avenant, c'est leurs cheveux. Et ça questionne remarquablement, puisque pour le coup, là, on a une alternance de contemporains et d'historiques. Ça pose bien toute la question de la représentation du corps des femmes et de l'utilisation qui en est faite. Il y a un texte que vous avez signé qui s'appelle « Petit éloge des brunes ». C'est pas un polar. C'est pas un polar, mais... Et c'est pas non plus la petite chose rigolote que ça a l'air d'être. Mais un peu quand même. Non, c'est vraiment sur l'histoire du noir, du Moyen-Âge à aujourd'hui, à travers le corps des femmes. Parce que bon, il y a une petite éloge des brunes, mais aussi c'est aussi sur la peau noire, sur les yeux noirs et sur les cheveux noirs. Et c'est très intéressant de constater que dans la littérature, on parle déjà de brune et de blonde. Il y a un personnage de brune dans toute la littérature du Moyen-Âge. Et ce personnage de brune, dans toute la littérature du Moyen-Âge, il a 2 caractéristiques, sa laideur et sa méchanceté. Donc on commence comme ça, donc ça part vraiment mal. Et puis il y a les poèmes de Ronsard, tout ce moment-là, où la femme élevée est blonde. Mais on parle quand même de filles châtaines et de filles brunes. Mais alors on en parle toujours dans un cadre érotique. Et en fait, cette culture-là, on baigne toujours dedans. En fait, il y a toujours la blonde froide hitchcockienne et puis la petite latina et aussi l'idée que, et ça c'est de Sade, la brune est plus laide mais plus intelligente et la blonde plus stupide et plus... Donc dans les 2 cas, évidemment, c'est un souci avec Justine et Juliette. Je peux vous poser une question très con ? Volontiers. Vous êtes très féministe ? Oui. On peut dire ça. Elle est le dernier quiz. Extrait. Pourquoi vous arrêtez pas ce type avant qu'il tue toute la famille? Mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, hein. Franchement, si eux c'est des terroristes, moi je suis Béatrice Dalle. Vous savez pourquoi on dit de moi que je suis moche comme un pou? Pardon? Parce que c'est vrai. Quand je m'accroche, ouais, je leur ressemble comme ça, je suis comme ça. Comme ça! Waouh! Oh la vache! Ouais, un commentaire et ça Mawa Shigeri direct dans le plexus. Non mais vous êtes canon, capitaine. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Mon coup préféré, les valseuses. J'adore Patrick Devers. Santé, hein. Ah, je préfère la bière, moi. Mais comme dit le grand Didier Super, les taulards, c'est comme les flics, il y en a des biens. Et moi, je crois que ce que je vois... Un jeune sans portable, je sais pas, moi c'est comme un actionnaire sans licenciement, ça peut pas survivre. Enfin, les oraux, là, ils se méfient peut-être des nouveaux Robin des Bois. Les méchants Robin des Bois qui amènent de l'emploi soi-disant depuis Samsonite et Goudière, on s'en fout de tout ça. Ouais, ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus. Pour pousser. Corinne Massiero, pour le rôle principal de Capitaine Marleau. Pour la réalisation, c'est José Dayan. Et pour le scénario, c'est vous. Pour la création. Et pour la création, hein, pour la création et le scénario. Voilà, toujours... D'où vous vient ce personnage? Est-ce que ça fonctionne par rapport à Corinne Massiero, ou comment est-ce que vous avez fait correspondre le personnage que vous avez inventé, Corinne Massiero, ou est-ce que c'est Dayan qui a fonctionné dans l'histoire? Ah oui, non, on l'a fait, c'était un concours de circonstances. Moi, j'ai inventé ce personnage pour une fiction qui n'était pas du tout censée être une série, qui n'avait rien à voir. José Dayan qui était un personnage aussi extravagant que... Ah, c'était elle, oui, c'était Capitaine Marleau, quoi. Et José Dayan a choisi Corinne Massiero, donc effectivement, ce personnage extravagant l'est devenu encore plus. Ouais. Et la patronne de la fiction de France 3 s'est dit, tiens, ce personnage-là, si on tentait d'en faire une série. C'est en ce moment en plus, hein, ça a été créé en 2015, hein, c'est ça? Je ne sais plus. Oui, sans doute. 2015. Ouais, d'accord. 2015. Des millions de spectateurs. Belle audimat. Oui, c'est assez... C'est certainement dû à pour être précis. Oui,
tout à fait. C'est dû à la liberté je pense, qu'on a eue à tous les niveaux, parce que avec José Dayan, on acquiert une grande liberté. Hein. Et je pense que je ne sais pas trop expliquer ce succès, à part comme ça. L'immense liberté de ton, de dire ce qu'on veut. Chaque jour, je voyais Maschiero sur un plateau de télé qui me parle surtout pas de Macron, hein, avec cet accent du Pas-de-Calais. Enfin, du Pas-de-Calais ou du Nord. Enfin, bon. Nous sommes pays, comme dirait l'autre. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, j'ai un objet que je vais sortir demain. Alors, c'est très fragile. Mais vous pouvez le toucher quand même. Alors, c'est une sorte de petite boîte en bois, donc voilà, sur laquelle on voit un lézard, qui est une sorte de boîte indonésienne. Et en fait, c'est un livre. Non, c'est un livre qui se lit comme ça. Alors, je ne peux pas le lire parce que je ne lis pas l'indonésien. Qui a à la fois des symboles, à la fois des écritures qui ne semblent absolument pas les mêmes. Et puis ça, qui ressemble à un jeu aussi, qui m'a été ramené par un ami. Et pour moi, c'est une sorte d'image du livre idéal, c'est-à-dire quelque chose comme ça, d'un peu magique, et dans lequel le lecteur peut voir ce qu'il veut, donc peut l'interpréter comme il veut, et moi, évidemment, comme c'est de l'indonésien. Et puis c'est doublement un objet en plus. Et c'est doublement un objet, donc voilà, j'y tiens très spécifiquement. Oui, le petit lézard, comme ça. Jean-Michel Mariou, qu'avez-vous entendu de votre voisine? D'abord, je crois, la passion de la littérature, quand même, qui se sent beaucoup, y compris à travers les histoires politiques ou autres. Et c'est peut-être la première chose que je voudrais dire, c'est que ces livres sont aussi extraordinairement bien foutus. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous avez souligné, de l'irruption de l'actualité, du temps présent, par exemple les petits glissements Mona Chollet qui pointent un nez comme ça, je trouve ça très drôle. Et au-delà de ça, il y a des personnages qui sont extrêmement solides, des situations, et puis il y a cette espèce de magie du livre noir quand ça marche, c'est-à-dire qu'on a absolument envie d'aller au bout, d'aller jusqu'à la fin. Voilà. Et ça marche très bien. Ouais, voilà. Par rapport à ça, j'ajoute, c'est bien parce que c'est aussi dans la lenteur. C'est-à-dire que ça avance doucement. Hein, on n'est pas dans le... Ça prend son temps, c'est vrai. Ça prend son temps, et ça, c'est agréable pour le lecteur. Et l'autre chose que j'ai appris, que j'ai entendu, c'est que le capitaine Marlowe, c'est un personnage que vous avez vendu à la découpe, comme ce qu'il y a dans le dernier roman. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, d'accord. Oui, exact. J'ai pensé à ça aussi. On va se faire une pause musicale avec Yaron Herman, qui est un pianiste israélien qui est aujourd'hui parisien. Trio, dans un 12e album qui a pour titre Songs of the Degrees. On écoute Shadow Walk, Sam Minet est à la contrebasse et Ziv Ravitz est à la batterie. Musique.
Yaron Herman, pour la musique dans Des mots de minuit, Jean-Michel Mariou, on a beaucoup parlé du féminin tel que vous l'avez défini, Elsa. Il y a très peu de femmes dans le sujet dont on va parler maintenant, qui est la littérature, mais qui est aussi la corrida. Alors, il y a Marie-Sara, qui est un des rares exemples féminins et qui dit on donne sa vie à la corrida, quoi. Mais à part elle, il y a très très peu. Aujourd'hui, il y a une très grande vedette à cheval aussi, qui s'appelle Léa Vicens, absolument, qui est une merveilleuse torera et une femme très, très attachante. Après, il y a eu une torera à pied qui s'appelait Cristina Sanchez, qui a fait une belle carrière aussi. Mais il est vrai qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Alors bon, moi je ne fais pas de théorie là-dessus. Je pense qu'il suffirait qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent à ça pour qu'au bout d'un moment, il en surgisse une qui renouvelle l'esthétique, qui soit aussi fort que... C'est vraiment la question du nombre, là, me semble-t-il, quoi. Parlons des espèces en voie de disparition. Les émissions authentiquement culturelles à la télévision sont des espèces en voie de disparition. Il y a il y a plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux qui sont des espèces en voie de disparition. Est-ce que la corrida est une espèce en voie de disparition? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, la société est en train de glisser de la réflexion au sentiment, au ressenti comme ça. Et donc, il y a des choses qu'elle ne peut plus supporter. On voit bien de toute façon que dans la manière dont elle s'organise, déjà, elle fait tout pour écarter la souffrance, la mort. Elle envoie ses vieux mourir dans des hospices. Elle a du mal à regarder en face le sang et la mort. Et la corrida, qui par essence même plante au cœur de la cité toutes ces questions-là, de l'engagement et du rapport au destin, à la vie et à la mort, c'est quelque chose d'insupportable. Donc pour l'instant, ça continue dans le sud où les gens sont plus bizarres qu'ailleurs, j'imagine. Mais à terme, ça disparaîtra. Hélas. Moi, je dis hélas, mais bon. Alors, vous êtes un aficionado. Oui. Vous avez écrit 2 livres, Ce besoin d'Espagne, chez Verdier, on salue la maison, et Le chauffeur de Rouen, qui est votre actualité littéraire du jour. En tant que directeur de collection chez Verdier, Faenas, qui est littérature et tauromachie. Littérature et tauromachie. En tant qu'écrivain, Ce besoin d'Espagne, Le chauffeur de Rouen, dont on va parler dans une seconde. Là, vous parlez de la corrida et de votre plaisir d'aller voir, d'aller regarder, de comprendre, de transmettre. Hein. Est-ce que ça vous rend triste, le constat que vous venez de faire? Nécessairement, mais c'est comme toutes les choses qui disparaissent. La collection Faenas s'appelle Littérature et tauromachie parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que la littérature et la tauromachie donnent à voir beaucoup plus que ce qu'elles montrent. Quand on lit une description dans un roman, au-delà des mots, chaque lecteur est entraîné dans ce monde-là qui est recréé et il va jusqu'où il veut. Dans une corrida, quand on voit un torero face à un animal, ce qu'on ressent, les sentiments qu'on a, ils vont très au-delà de ce qu'on voit, qui est un type habillé avec des barros, avec un drap rouge. Ça va au-delà de ça. Et de la même manière, la littérature et la tauromachie sont 2 outils très efficaces, de mon point de vue, pour interroger le monde, pour interroger les fins dernières. Alors, je ne voulais pas lire ça à ce moment-là, mais je vais le lire ici. Vous parlez de Guernica, Picasso, vous parlez de Basquiat, et vous dites ceci. Il y a une peinture pour vous aider à supporter le monde, et une qui le remet brutalement en cause. La tauromachie de Juan Leal, qui est ce torero que vous avez suivi, du moins celle que les taureaux mal élevés qu'il affronte tout au long de cette saison l'obligent à mettre en avant. C'est un art des origines, celui des cavernes, désormais marginal, provocateur, celui que vous ne supportez pas parce qu'il vient bousculer votre vie, toutes les raisons que vous vous êtes données pour rentrer dans
dans le rang pour cesser de lutter, d'enquêter, de vous battre. Cette tauromachie de révolte vient fouiller dans votre poitrine, pincer votre cœur et votre âme. Elle ne vous laissera pas tranquille. C'est pour cette raison que vous ne l'aimez pas. Elle vous dérange en vous rappelant les raisons pour lesquelles vous vous êtes mis en marche, mais surtout celles pour lesquelles vous vous êtes arrêté. Vous pensez qu'elle est insupportable, c'est la révélation de votre abandon qui l'est. C'est au cours de cette journée du Bilbao que j'ai compris tout ça, et je me demande depuis quand et comment Juan reviendra un jour dans le monde des compromis. À ces hauteurs de combat et de violence, on ne peut pas rester longtemps. C'est une illustration de ce que vous venez de dire. Oui. Et puis par ailleurs, j'imagine aussi que vous êtes triste parce que vous allez, sinon boycotter, du moins vous écarter d'un certain nombre de combats dans les jours, dans les semaines qui viennent, puisque la saison va battre son plein dans les mois qui viennent. Et puis vous allez éviter les toreros qui se sont rapprochés de l'extrême droite en Espagne. Oui, il y a un torero qui est assez génial d'ailleurs, hélas, qui s'appelle Morante de la Puebla, qui est un type assez fantasque et qui a cette espèce de folie comme l'avait Dali par exemple, mais qui ne va pas jusqu'au respect de soi-même, manifestement, qui s'est mis en marche pour le parti Vox, qui est un parti qui trouble le jeu politique depuis quelques mois en Espagne, en affichant une idéologie d'extrême droite très pur sucre, basée d'abord sur la haine des femmes aussi, parce que leur première revendication, c'est la suppression des lois contre les violences faites aux femmes, parce qu'ils soutiennent que ce sont des lois qui discriminent les hommes. Donc à ces hauteurs-là de réflexion, on n'a plus qu'à s'incliner. Et Morante de la Puebla s'affiche avec ces gens-là et les défend. Donc moi, ma liberté, c'est de ne pas aller le voir, de ne pas aller rêver avec lui quand même, un minimum. Mariou, Jean-Michel Mariou, il y a quelque chose qui vous singularise quand même, et on pense à la route. On peut penser à Kerouac, on peut penser à Alain Olivier qui a refait la route de la soie, ancien journaliste par ailleurs. Vous êtes devenu chauffeur d'une quadrilla. Quadrilla, c'est la petite équipe qui entoure le torero. Et vous écrivez ceci au début de votre livre. « Je n'ai jamais envisagé la corrida autrement, un déplacement de soi. Et pas seulement parce que notre passion nous entraîne de ville en ville entre la France et l'Espagne. Le déplacement est surtout symbolique. C'est qu'il faut d'abord sortir de soi pour être réceptif à ce monde qui vous bouscule. Voyager pour aller voir des corridas, ce n'est pas simplement multiplier les expériences de spectateurs, c'est accepter de se mettre en danger, quitter ce monde-ci qui s'effondre pour un autre plus lumineux qui vous aidera à réfléchir à votre vie, à votre destin, à la façon dont vous vous engagez. Sortir de soi, passer dans ce monde clos des taureaux où plus rien n'existe, des rumeurs quotidiennes, mais pour en revenir plus décidé, plus clairvoyant. » C'est pas seulement la route dont vous nous parlez, c'est une philosophie, c'est-à-dire c'est un chemin de soi. Moi, j'ai toujours pensé que dans la tauromachie, il y avait quelque chose de très important, qui permettait vraiment d'interroger le monde, comme moi je l'avais fait avec la politique quand j'étais un militant de l'extrême gauche il y a très longtemps. Ah bon ? Oui. Et cette chose-là, il faut gratter, il faut aller la chercher. Et moi, je suis allé la chercher au cœur de la quadrilla. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vu un chauffeur qui attendait à côté du camion des toreros. Et en fait, je me suis dit que le seul point d'intimité dans lequel personne n'était allé, c'était la fourgonnette. Parce qu'il y a des journalistes, des écrivains qui ont déjà assisté à l'habillage du torero, à tous ces moments très intimes. Mais dans la fourgonnette, là où les gens laissent filtrer leur peur parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, là où ils s'endorment après la corrida, là où ils se réveillent, là où ils bouffent des chips à la station-service, personne n'était allé écrire, quoi, là. Et donc c'est ça que j'avais envie de faire, avec cette arrière-pensée qu'effectivement ce qui se trouvait là pouvait être très intéressant. On va voir des images de Juan Leal dans une seconde. Arlésien, immigré à 14 ans à Séville et qui est le torero que vous suivez. Mais simplement, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la camionnette, je me permettrai quand même de citer les 2 dernières phrases de votre livre. C'est tout ce qu'on lui souhaite, donc de réussir dans
dans sa passion. Mais la dernière phrase du livre est quand même la suivante, avec une fourgonnette neuve. Donc, oui, parce que la fourgonnette que j'ai conduite pendant 3 ans, elle était un peu pourrite. Elle était un peu à bout de souffle, et il l'a changée là. Et donc, ils m'ont téléphoné l'autre jour, il faut absolument que j'aille au moins faire un voyage avec eux, avec la nouvelle fourgonnette. Voilà. Vous avez été le chauffeur de Juan Leal. Vous vous êtes mis au coca et boire un coca avant une corrida, c'était une manière d'appeler les dieux sur l'arène. J'aime bien cette idée de l'arène et vous parlez des belluaires, etc. Et sur cette idée que le taureau reste un monstre et un animal féroce. Hein, le taureau, c'est un fauve. C'est un fauve. Un monstre, voilà. Je ne sais pas, mais un fauve, sûrement. C'est-à-dire c'est un animal sauvage, c'est le dernier animal sauvage qui est élevé dans d'immenses... enfin, c'est contradictoire de dire sauvage et élevé, mais on le fait vivre dans d'immenses champs. Il est grandi, quoi. Ouais. Voilà, et là, il vit en liberté, il grandit en liberté, et il apporte sa férocité et sa sauvagerie dans l'arène. Nous sommes à Bayonne le 9 août 2014. Juan Leal a 21 ans. Leal, hein, à 21 ans. Il combat à Caribello, un taureau de 688 kg, issu de l'élevage de Pedro Martínez González, illustre torero des années 50-60, sous le surnom de Pedres, devenu éleveur dans la région de Salamanque, près du Portugal. Hein, donc c'est à la frontière. Avant de voir Leal, dans ces 2 livres, vous connaissez... c'est une question que je me posais, c'est vous connaissez aussi bien les taureaux que les toreros? Le grand débat des aficionados, c'est est-ce qu'on préfère le taureau ou le torero? Est-ce qu'on va voir tel élevage parce qu'il est réputé ou tel torero parce qu'il a... Bon, moi je vais voir les deux et je m'intéresse aux deux. Et je prétends, comme beaucoup d'autres, que si on ne regarde pas le taureau et que le taureau, on ne voit pas le torero. Voilà, c'est... Juan Leal, 9 août 2014, nous sommes à Bayonne. Caribello est lui aussi de la famille Macarena. Il n'est pas seulement costaud, il est armé à faire peur. Mais Juan Leal n'a pas peur, il a confiance. Quand il était novillero à Samadé, il avait coupé 4 oreilles au jeune taureau de Pedres. Évidemment, un taureau de 688 kg, c'est autre chose. Le premier Pedres, celui que Magnan surnommait le pathétique, a lancé cette tauromachie rapprochée dont les héritiers sont Paco Ojeda dans les années 80 et Miguel Ángel Pereira de nos jours. Juan Leal se revendique clairement de cette école. Il en assume tous les aspects et d'abord les risques encourus. Les volteretas, ça fait partie aussi du risque du métier, comme on dit. Il faut en passer par là souvent pour donner pas de l'authenticité au triomphe, mais surtout que les gens voient que j'essaie de tout donner quand je suis dans une arène. C'était un changement de main à gauche, où la faute, je pense qu'après avoir vu la vidéo, ça a été ma faute à moi. Je n'avais pas mis la moulette assez proche du museau. Et bon, c'était un taureau qui avait 5 ans, et il m'a rappelé que la moulette, il fallait y mettre devant. Donc Leal, c'est lui que vous avez suivi pendant 3 ans. Hein, vous avez fait partie, vous avez conduit la quadrilla. Pourquoi Juan Leal? Pourquoi l'avoir choisi lui? Alors je l'ai choisi parce que, enfin il m'a choisi aussi, mais... pourquoi est-ce que vous êtes choisi? Voilà. Ouais, quand j'ai eu cette idée, j'ai pensé tout de suite à lui parce que c'est un garçon que je suivais depuis 2-3 ans, que je voyais novillero, et j'adorais sa sincérité, sa franchise, et je trouvais qu'il avait beaucoup de charme, et enfin je l'aimais beaucoup, quoi, comme quand je le voyais, que je buvais un coup avec lui et tout. Donc naturellement je lui ai proposé, c'était un peu bizarre, parce qu'aller voir quelqu'un et lui dire voilà j'aimerais faire le chauffeur pendant quelques saisons, ça l'a un peu surpris, mais bon, il a accepté. Alors, ce que vous dites, c'est aussi
c'est une forme une connaissance incroyable. Votre livre est aussi prenant que ceux d'Elsa Marpeau, c'est-à-dire que on dit mais je vais pas forcément y aller, ça m'intéresse pas forcément la tauromachie, et on y va parce que il y a bien sûr du taureau, il y a bien sûr de la corrida, il y a bien sûr la question de la violence que vous avez évoquée à plusieurs endroits et qu'on a lu aussi. Cette violence qui revient ici, je pense à ces images qu'on vient de voir, c'est il n'a pas mis l'épée, comme la semaine dernière à Mont-de-Marsan, elle a rebondi 2 fois sur l'os sans pénétrer. Comment la littérature dit les choses. Le délire et le triomphe se sont dégonflés comme un vieux ballon crevé. On s'arrache les cheveux, Juan revient dans le Callejon, silencieux, le visage gris, les yeux pleins de larmes. Personne n'ose lui parler. Donc là, ce que vous dites, c'est que, on peut rater sa journée, parce que sur tel ou tel taureau, ça ne fonctionne pas, même si on gagne le jambon, c'est le prix de l'émotion, même si on gagne le jambon. Et surtout, ce que vous dites tout au long de ce livre, c'est une histoire d'homme et une histoire d'un pays qui se construit. Autrement dit, les taureaux, pour aller d'une arène à l'autre, ça a d'abord été les pieds, puis le train, puis les camions, puis les Cadillacs. Et c'est ce que vous dites, la Cadillac, le beau tir au milieu du siècle dernier, c'était alors Rolls, DeSoto, Mercedes ou Buick que l'on reconnaissait les toreros et leur équipage. Aujourd'hui, ils voyagent dans des camionnettes à remplacer à la fin, etc. Aujourd'hui, ils voyagent dans des utilitaires et les valets d'épée trimballent avec eux des glacières bleues turquoises dans lesquelles ils entassent un pack de 6 bouteilles d'eau en plastique transparent. Un mot sur cette historique que vous dressez du voyage. Qu'est-ce qu'il faut en retenir essentiellement? Est-ce qu'il y a une mondialisation de la corrida? Vous dites à un moment que pour chasser les Indiens en Amérique du Sud, on leur envoyait des taureaux pour leur faire peur, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cette longue histoire, notamment en Espagne? Je crois que ce qu'il faut retenir, hélas, c'est la normalisation des choses. C'est-à-dire que l'aventure taurine, depuis le XVIIIe siècle, c'était une aventure romantique. Alors on peut évidemment interroger l'absence de femmes, tout ça, parce que ou la place qui leur était réservée, qui n'était pas la plus intéressante. Quand on voit les grands films, c'est toujours un torero qui naît de la plèbe, qui pour gagner sa vie risque la sienne, et puis il rencontre une femme très belle, de la haute société, qui va l'aimer et qui va provoquer sa perte après, quoi. Ce topic-là, c'était le poncif absolu. Tous les romans taurins du XXe siècle, c'était ça, espagnol. Mais le romantisme, c'était pas le romantisme amoureux, c'était le romantisme de l'aventure, du voyage, la façon dont les quadrilles se confondaient avec les bandits de grand chemin, ce que je raconte au début du livre. Et c'est ça qui s'est perdu et qui se normalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les toreros sont des professionnels, les banderilleros sont des professionnels avec un carnet de sécurité sociale, et voilà, c'est pas plus mal pour eux, pour leur retraite, mais quelque chose s'est perdu sur la route, évidemment. Mais bon. Et toujours la littérature, hein, parce que vous citez José Belgamín, par exemple, et vous citez aussi Christian Moncouquiol, quand il écrit, et ça fait écho à ce que vous dites, quand il reconnaît dans un entretien de 1976, il dit la chose suivante: bien souvent pour le milieu taurin, le milieu des affaires, le torero n'est pas un homme mais une marchandise dont il évalue la rentabilité. Hors de l'arène, le novillero doit mener un rude combat pour se faire admettre sans argent dans un milieu où l'argent est roi. Entre toreros, nous ne sommes pas seulement concurrents devant le taureau, ce qui serait formidable, mais aussi dans ce milieu d'affaires, ce qui entraîne toutes sortes de jalousie, de mesquinerie et d'hypocrisie. J'ai du mal à accepter tout ça. Je croyais à la grande fraternité de la planète des taureaux. Je me suis trompé, et ça fait très mal. Et ça fait 35 ans qu'il l'a dit. Et ça n'a fait qu'empirer, comme vous pouvez l'imaginer. Et aujourd'hui, les affaires taurines sont devenues des affaires commerciales comme les autres, avec l'argent mexicain qui est arrivé en masse, qui essaie de racheter des arènes, des toreros, bon, voilà quoi. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience personnelle
c'est-à-dire que vous êtes dans une histoire humaine, vous êtes sur la route. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué parce que comme chauffeur, c'est un boulot d'enfer, votre affaire, hein, quand même. Je suis parti chez moi vers 1h du matin, j'ai été flashé 2 fois entre Pau et Biriatou, 2 fois 1 point, 2 fois 45 €. J'ai dormi des lambeaux de nuit sur les aires de l'autoroute, avant Vitoria, après Bilbao. J'ai marché en rond pendant 10 minutes autour de la voiture pour me réveiller. Je me suis alors aperçu qu'un chauffeur routier m'observait, l'air préoccupé, depuis la cabine de son semi-remorque garé là pour la nuit. J'ai ingurgité des litres de café, de Coca-Cola, des sandwichs spongieux, des barres de chocolat, des sacs de réglisse, des pots de chewing-gum sans sucre, tout un appareil chimique et contradictoire destiné à faire marcher mes mandibules, pour ne pas vous endormir. Oui. Voilà, qu'est-ce que vous retenez? Il y a à la fois de l'anecdotique, mais on sort de là avec une espèce de puissance incroyable de la route. Alors celle-là est taurine, mais c'est la route en général. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est l'aventure humaine, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'en retiens, c'est d'abord beaucoup plus de bienveillance. Je déteste ce mot, pourquoi je l'emploie, par rapport au torero que je vois, que j'avais avant tendance à juger bien à l'abri sur mes gradins. Donc je suis beaucoup moins sévère, j'essaye plus de voir qui ils sont, comment ils vont, etc. Et puis ensuite, j'ai appris une chose terrible, c'est que j'ai appris à me faire du souci pour des gens qui pouvaient être mes ennemis. C'est-à-dire que dans ce monde-là, qui est un monde comme les autres, il y a un certain nombre de gens merveilleux et un certain nombre de salopards, quoi. Voilà. Et ce qui unit une quadrille autour de l'idée de la mort et de la présence, de cette présence-là, c'est une fraternité qui fait qu'on peut se faire du souci pour quelqu'un à qui, sans trop s'en préoccuper, on aurait souhaité la mort dans une autre circonstance. La mort, symboliquement, évidemment. Et on trouve toujours sur la route que vous décrivez, et là, d'un point de vue purement matériel, toujours une porte qui s'ouvre, parce que les lieux où se retrouvent les quadrillas, ce sont des lieux qui sont très repérés, hein. Il y a des croix dessus, et on sait ce qu'on y mange, même mal. Hein. C'est pas un quiz. Pourquoi je me suis mis ça en tête, dire un quiz, c'est ridicule. Non, c'est pas un quiz. C'est juste pour me piéger. Non, pas du tout. Je voudrais simplement vous montrer un extrait de quelque chose qui date de septembre 1998. Ça générique et c'est nostalgique. Oui, enfin, alors moi je m'applique beaucoup dans la vie à ne pas sombrer dans la nostalgie, jamais. Mais là quand même ça me tire une larmichette, quoi, parce que c'était là aussi une aventure une humaine, émission littéraire. Une émission littéraire, ouais. Et qu'on faisait avec Francine Raymond et José Chidlowski. Et ça me touche de revoir le générique. Ça date de quand cette aventure? C'était arrêté en 99, 94, ouais. 99. Oui, hein. je crois que c'est ça. Ouais. C'était sur France 3. Ouais. Aujourd'hui, ça a été remplacé par rien. Par un livre un jour, mais c'est ça. Non, mais un livre un jour existait déjà. Oui, mais aujourd'hui, un livre un jour, c'est 2 minutes. Ouais, mais on salue nos confrères. C'est très bien, d'un livre très bien d'ailleurs. Hein, mais ça existait pendant Zazie aussi, un livre un jour. Quoi. Ouais. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un moment à la télévision où on s'est dit que ces émissions-là, allez-y voir ailleurs, quoi. Voilà. Donc,
C'est singulier, mais voilà. En plus, avec quelque chose qui vous différenciait de Pivot, qui existait aussi à l'époque, hein, c'était le fait que vous n'alliez pas, ou jamais, ou très peu, chercher les têtes de gondole, et surtout que vous alliez dans la rue interroger des gens qui lisaient des livres, et vous leur posiez la question de savoir, mais lisez-nous quelques lignes, etc. etc. Qu'est-ce que, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la corrida est en danger? Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que la littérature est en danger? Apparemment pas. Ou l'accès à la littérature? Est-ce que l'accès à la littérature est en danger? Comment dire? La librairie est en danger, l'édition est en danger. Il n'a échappé à personne, mais tout le monde s'en fout, qu'en pénétrant dans le salon du livre, il y a 15 jours, on a pu voir à côté du grand stand de Gallimard un immense stand d'Amazon, et que le syndicat national de l'édition non seulement a laissé installer ça, mais l'a provoqué et leur a pris les sous. C'est quand même, je trouve ça hallucinant. Donc on ne peut pas dire que la littérature n'est pas en danger, puisque toute la chaîne du livre est en danger. Ne me mettez pas en colère, s'il vous plaît. Trop tard. C'était pas. Et puis, moi, je suis ravi, mais je ne sais pas si c'est significatif, mais étant utilisateur d'une ligne de métro, je trouve que la proportion smartphone-livre est en train de s'inverser. Autrement dit, on en revient au livre. C'est vrai? Ah oui, moi, pour être un usager quasi quotidien, je suis assez surpris de ça. Est-ce que vous avez un objet? Alors, j'ai apporté un objet qui se trouve dans cette boîte d'allumettes. Voilà. Donc vous fumez? Vous fumez? Oui, oui, le cigare, oui, oui, bien sûr. Oui. Comme José Dayan. Qui réalise le capitaine Marlowe. Donc ça, c'est une... Vous pouvez le poser sur la... Ah, c'est à ça que sert. C'est une boîte de... C'est une tête de taureau qui est réalisée dans une fourchette. C'est-à-dire que les yeux et les oreilles, c'est une branche, les cornes, les deux autres, et la fourchette est tordue. Et cet objet d'art a été tordu par mon fils. Et donc, je suis extrêmement fier de vous amener ça, même si vous l'avez fait tomber. C'est marrant, et lui, il en a fait quelques centaines, quoi. Il a un troupeau très impressionnant. Et est-ce qu'il a payé les fourchettes? Il achète des fourchettes. Alors, on ne va pas parler de ça, mais il faut faire toutes les brocantes parce que ce sont des fourchettes particulières qu'il faut. Sinon, ça casse. Enfin bon, chaque métier a ses problèmes. Ce qui est étonnant, c'est que ce livre, Ce besoin d'Espagne, vous l'avez entamé parce que vous alliez retrouver votre fils qui s'était installé à Séville. Elsa Marpeau, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit votre voisin? Alors ça me fascine un peu parce que, comme on l'a dit hors antenne, c'est quelque chose qui m'est très très étranger. Moi, si je n'avais pas été auteur, j'aurais voulu travailler sur les grands singes. Donc évidemment, j'ai un petit problème avec la souffrance animale. En revanche, il y a plein de choses que j'entends et notamment très bien le fait que la proximité de la mort rende la vie et le spectacle beaucoup plus vivant et beaucoup plus fort. Et après, je me garderais bien de juger une pratique que je connais trop mal, et dont on sent qu'elle a une culture si forte et que c'est si chorégraphié. Donc ça, mais du coup, j'aimerais vraiment comprendre mieux, en savoir plus. Voilà, c'est ce que je me disais. Et puis vint le numéro 21, celui qui ce matin voulait tout démonter. Le désordre sur les gradins continue, les gens sont ravis d'être là, ensemble, mais pas vraiment concernés. Pourtant, petit à petit, les bruits, les cris, les olés et les rires se concentrent, se retrouvent et semblent s'unir dans un même souffle partagé. Juan Leal se trouve devant un taureau inlassable qui charge franchement, qui baisse la tête, se retourne et repart, provoquant un sentiment de puissance et de sauvagerie auquel le torero impose son temps, son rythme, sa volonté et sa classe. De longues séries de la gauche, la muleta légère tenue du bout des doigts. Puis de la droite, à genoux, et l'énorme masse noire répète encore ses charges en frôlant ce corps qui le trompe. Tout semble évident, d'une harmonie légère, et le public n'est plus qu'une plainte rauque, profonde. Le chauffeur de Juan, Jean-Michel Mariou,
c'est publié chez Verdier. C'est la fin de cette émission. Merci madame, merci monsieur. Merci. Je voulais simplement vous signaler, parce qu'on l'a reçu pour le dossier M, je crois, oui c'est ça, le dossier M, 2 énormes livres de 2000 pages chacun, Grégoire Bouillet, chez Librio, qui publie Charlot Desprimes suivi d'un rêve de Charlot, mais ceci à voir avec les Gilets jaunes. Autrement dit, comment est-ce que la littérature va dans les actes, entre guillemets, des Gilets jaunes et ce qu'elle en dit parce qu'elle l'observe, qu'elle se prend tout ce qu'il faut de charges policières, et pourquoi ça l'a fait rêver. Grégoire Bouillet, voilà, c'est publié chez Librio. Et puis, puisqu'on parle beaucoup de l'Algérie, je voulais vous signaler un livre qui est sorti il y a fait bien 2 ans, je pense, publié chez Rivage Noir. C'est un polar de Adlen Mehdi, 1994. Medli est bien sûr algérien et ce polar parle de l'Algérie et beaucoup d'échos dans ce roman policier à ce qui se passe aujourd'hui, du mécontentement généralisé d'une population qui est majoritairement jeune. Fin de cette émission, je vous l'ai dit, on se retrouve dans une quinzaine de jours. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment, et par ailleurs, il y a, hélas, toujours surpopulation dans les prisons françaises. À la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors quelle importance le nom du bal perdu.